Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour parler un homme qui nous a quittés hier soir et ce matin, la nouvelle est tombée, une nouvelle qui a ému beaucoup de personnes qui l'ont connu. Je veux parler de Daniel Géniès. Daniel Géniès qui a marqué l'histoire politique de la ville de Pointe-à-Pitre et pas que, parce que c'était un personnage, je dirais, emblématique. Lorsqu'on parlait politique, il était passionné. C'était un homme qui avait ses méthodes, qui avait sa manière de faire de la politique. Il était un communiste, on va dire, dans l'âme. Ensuite, on a parlé du PPDG, mais il fallait que ce soir, nous puissions parler de lui avec des hommes qui l'ont connu. Par la même occasion, toute l'équipe de Canal 10 adresse ses sincères condoléances à la famille de Daniel Géniès. Daniel Géniès, que j'ai eu l'occasion de recevoir lors de mes débuts ici à Canal 10 sur le plateau, et nous essaierons de retrouver dans nos archives des émissions qui ont été réalisées ici à Canal 10 avec Daniel Géniès. Un homme qui avait un verbe haut, un homme qui disait les choses, un homme qui disait « je n'ai pas peur, je dis ce que je pense ». Donc les points 3 sauront le reconnaître à travers ce qui sera dit ce soir par deux hommes. Tout d'abord, Jacques Bangou, qui certainement a connu Daniel Géniès dans son enfance, puisque Daniel Géniès était le bras droit de Henri Bangou, père de Jacques Bangou. Donc il aura à nous raconter un petit peu comment tout cela s'est passé et surtout la perception qu'il avait de Daniel Géniès, puisqu'ils étaient au PPDG ensemble, ils ont milité, ils ont mené combat ensemble. Et puis un autre homme, Marcelin Chingan, qui nous vient de la commune du Moule, Marcelin Chingan, lui aussi au PPDG, et qui a bien connu Daniel Géniès. Alors, de toute façon, lorsqu'on décède à un certain âge, on dit oui, mais le jour est arrivé, il fallait s'y attendre, etc. Mais il y a des hommes tels Daniel Géniès qui marquent l'histoire même d'un pays, qui marquent l'histoire de l'endroit où ils ont milité. Donc, Daniel Géniès, qui sera mise en avant ce soir sur ce plateau de ces politiques. Messieurs, bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Bonsoir. Voilà donc Jacques Bangou. Est-ce qu'on peut dire que, au-delà de votre père, vous êtes celui qui avait connu très bien Daniel Géniès? Alors certains disaient que c'était le bras droit d'Henri Bangou, d'autres disaient que c'était l'homme de main d'Henri Bangou, et puis il y a d'autres qualificatifs qui sont venus, et jusqu'à aujourd'hui, certains n'hésitent pas à dire les choses, à avancer des mots, à avancer des phrases concernant Daniel Géniès. Donc, on peut dire que vous l'avez bien connu, très bien connu. Bien sûr que j'ai connu Daniel Géniès. Je ne suis pas le seul ou celui à l'avoir connu, ni celui qui l'aura mieux connu. Il est de la génération de mon père et plus que de la mienne. Mais enfant et adolescent, jeune militant, je l'ai vu grandir, je l'ai vu en grandissant. Dans tous les combats menés pour la ville de Pointe-à-Pitre et pour le peuple pointois, pour la Guadeloupe d'une manière générale, en tant que conseiller général et sur les sujets politiques qui nous ont toujours enflammés, portés. Je pense à la question institutionnelle posée dès les années 60. Donc oui, je l'ai connu et il a été un des cofondateurs et l'un des cofondateurs qui a compté, parce qu'il y a eu quelques cofondateurs, mais il y en a quelques-uns qui ont été des pièces essentielles pour que le PPDG puisse exister, et Daniel Géniès a été de ceux-là. Et le président du parti, du PPDG que je suis, ne pouvait pas, indépendamment de Jacques Bangou, l'individu, l'homme qu'il a marié lorsque j'étais tout jeune homme, voilà, et que c'est lui qui a officié comme maire pour me marier, que au-delà de cela, le président de parti que je suis tenait à témoigner, et je voudrais effectivement commencer, comme vous l'avez fait Yves tout à l'heure, par saluer la famille, ses proches. J'ai eu Philippe brièvement au téléphone
tout à l'heure, mais je salue toute la famille de Daniel Géniès et je leur présente en mon nom et au nom du PPDG mes sincères condoléances. Alors, est-ce que votre père est au courant qu'il est décédé? Vous lui avez dit? Je ne lui ai pas dit parce que l'état de mon père est un état où il est quelquefois, il arrive quelquefois à être dans l'actualité, mais il est souvent dans sa bulle. Mon père aura fait très bientôt ses 101 ans. Et donc, voilà, il est... Alors, lorsque je suis avec lui, puisque je passe du temps plusieurs fois par semaine auprès de lui, ben, je lui parle, mais il est dans un autre monde et bon, voilà, nous l'accompagnons dans sa C'était fin pas de utile vie de le lui également. dire. Voilà, donc c'est important. Je ne sais pas s'il réalisera ou pas, mais ce qui est certain, c'est que Daniel Géniès a été un compagnon. Vous disiez, vous avez employé plusieurs qualificatifs. Moi, ce que je résumerai s'agissant de la ville de Pointe-à-Pitre et de Daniel Géniès, c'est que la transformation de la ville, elle a été portée par des équipes successives, mais essentiellement par 3 personnes. Le maire Henri Bangou, qui était un bâtisseur et qui a été le promoteur des politiques culturelles. Georges Tarrer, qui a été l'adjointe, qui a fait la promotion, qui a porté toutes les politiques sociales. Vraiment, il y a énormément de choses sur le plan social que nous devons à Georges Tarrer. Il ne faut jamais oublier de le rappeler. Et puis la troisième pièce du trio, c'est Daniel Géniès, parce que c'était un meneur d'hommes et qu'aucune des politiques qu'il a fallu mener sur Pointe-à-Pitre n'aurait été possible s'il n'y avait eu une mobilisation constante, si les forces politiques qui étaient sur Pointe-à-Pitre et qui tenaient la mairie n'avaient pas pu supporter toutes les attaques qu'elles ont subies pendant des décennies. Et Daniel a été vraiment un homme essentiel et une pièce maîtresse pour que Pointe-à-Pitre soit transformée. Donc je tiens à ce que ce premier, c'est même pas un hommage, je veux dire, on se rend compte que que c'est le premier acquis, en tout cas, que je garde de ce qu'a fait Daniel. Il n'y a pas que ça, mais il y a d'abord ça. Voilà. Alors ce soir, il ne s'agit pas de dire que c'était le meilleur homme qui soit, de dire oui, voilà, tout était bien, tout était policé, tout était, on va dire, vraiment, tout allait bien, mais il s'agit de présenter un homme, de parler d'un homme, dans ce qu'il était peut-être, dans ce qu'on n'a peut-être pas dit à certains moments, mais surtout montrer un homme tel qu'il était, un homme à travers ses bons côtés, et un homme qu'on pouvait aimer ou ne pas aimer, mais qui a quand même agi pour Pointe-à-Pitre. Alors certains disaient, oui, mais Daniel Géniès a transformé la vie de certains Pointois. Il n'a pas hésité à tendre la main. Il n'a pas hésité à nourrir certaines familles. Ça, je l'ai lu aussi. Et c'est Samuel Dameau qui disait, oui, mais c'est un homme, moi, ce que je retiens, point 3 comme vous, qui disait que, oui, moi, ce que je retiens, c'est que c'est un homme qui a marqué la ville de Pointe-à-Pitre et qui a agi pour cette ville. Absolument. Dans ce que vous venez de dire, je retiens 2 choses. D'abord, il ne s'agit pas d'encenser de manière monolithique l'homme comme s'il n'avait eu qu'une facette et qu'il n'aurait fait que du bien, que de bonnes choses, etc. Donc, je me plais à dire que Daniel a eu une vie complexe. Il avait certainement un caractère qui, avec ses qualités et ses bien défauts, trempé, on va dire. Et voilà, et en politique, on a été jusqu'à s'affronter. Donc, on n'a pas été toujours d'accord au PPDG et moi personnellement avec Daniel. Mais, je veux dire, sans que jamais le respect, voire l'affection demeure pour l'homme. Et maintenant qu'il est parti, plus que jamais, je ne veux retenir que ces aspects positifs. Oui, il y a probablement eu des aspects, je veux dire, plus critiquables de son approche de son approche politique, mais je veux dire,
comme nous pouvons nous-mêmes avoir des différends et comme chacun d'entre nous peut avoir dans sa vie des bons et des mauvais côtés, des aspects, des aspérités d'un côté et des bonnes choses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, et vous le disiez également tout à l'heure, il a été particulièrement humain. Vous savez, il y a des hommes politiques qui sont très raides, très rigides, qui ont la vista, mais qui, quelquefois, n'ont pas le feeling, le contact avec la population. Daniel, je veux dire, il est extrait du peuple guadeloupéen, extrait des Pointois, des familles pointoises. Il est dans ces familles, il les a portés, il les a accompagnés. Et de ce point de vue-là, même quand nous étions différents politiques, mes propres camarades qui sont, je veux dire, lorsqu'on critiquait certaines choses auprès de Daniel, nos propres camarades gardaient et gardaient en permanence, je veux dire, une affection quasi filiale vis-à-vis de lui, parce que c'est vrai que c'est un homme de tempérament, mais également un homme de cœur. Donc, je pense qu'il faut dire ça, qu'il n'a pas été parfait, mais qu'il avait cette qualité-là quand même, qu'on ne peut pas lui retirer. Voilà. Marcelin Chingan, vous avez connu aussi, vous, Daniel Géniès, au PPDG. Que retenez-vous de lui? Quels étaient vos rapports? Tout d'abord, je vais présenter les sincères condoléances à la famille de Daniel et aussi à nos camarades du PPDG parce que c'est une grande famille et c'est nous perdons quelqu'un, un mentor. J'ai connu Daniel Géniès depuis très jeune quand je suis entré en politique au Parti communiste guadeloupéen. C'était en quelle année? Là, ça fait 50 ans. Oui. Que j'ai pris ma première carte à l'époque au Parti communiste guadeloupéen. Donc, j'ai bien connu Daniel. Et ce que je retiens de cette personnalité-là, c'est un homme de caractère, Jacques l'a dit, mais c'est un formateur pour les jeunes qui s'engageaient en politique. Il avait une vision de la Guadeloupe. C'était quelqu'un qui était visionnaire. Et notamment, je vais rebondir sur la ville de Pointe-à-Pitre. Lorsqu'il y a eu cette transformation de la ville de Pointe-à-Pitre, lorsqu'on prend le cas de Louis VI pour faire de Pointe-à-Pitre ce que Pointe-à-Pitre est aujourd'hui, Daniel Géniès et Henri Mango ont été ceux qui ont vraiment travaillé, qui ont œuvré pour que Pointe-à-Pitre puisse être transformé comme il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, les plus anciens connaissent Canal, la Pointe et tout, ce que c'est aujourd'hui, ce sont des hommes qui ont travaillé pour Pointe-à-Pitre. Mais Daniel n'a pas été que pour Pointe-à-Pitre, Daniel a été au niveau du département, au niveau de la Guadeloupe. Oui. C'était un précurseur, c'était quelqu'un qui avait une vision pour même l'évolution de la Guadeloupe en tant que pays, en tant que peuple. Parce que lui, il voyait que la misère était installée dans des familles, comme que vous l'avez dit tout à l'heure là. Mais Daniel Géniès a fait recruter au niveau de la collectivité de Pointe-à-Pitre et au département des familles qui n'avaient pas les moyens. Et aujourd'hui, beaucoup de familles se sont émergées et ont eu des enfants qui ont pu faire des études. Et aujourd'hui, des Guadeloupéens qui peuvent aujourd'hui travailler au niveau de notre pays, Guadeloupe. Mais ce que je retiens le plus fort, c'était un homme de caractère, il avait sa vision, mais ce n'est pas pour ça que si il y avait d'autres camarades autour de lui qui disaient peut-être que Daniel, ce n'était pas ça qu'on voyait, mais c'était un homme de consensus aussi, il pouvait comprendre, il n'était pas un dictateur, mais c'était un homme qui pouvait comprendre l'ensemble de ses camarades. Oui, il pouvait comprendre l'ensemble de ses camarades, mais c'est un homme qui avait une vision, vous l'avez dit, mais qui avait aussi une ligne. On avait l'impression quand même que c'est quelqu'un, quand il avait une idée, mais il allait jusqu'au bout. Oui, c'est Daniel, mais il essayait de le convaincre. Et c'est pas pour ça qu'il ne discutait pas avec les autres. Et aujourd'hui, Jacques peut en témoigner. Il a eu des moments très forts au niveau du parti, qu'on n'était pas toujours d'accord avec sa manière de voir, mais après, on se mettait d'accord et on allait en avant parce qu'il c'est un homme de consensus. Mais surtout un homme de caractère, il faut toujours le souligner. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de l'évolution institutionnelle, statutaire et tout ça de la Guadeloupe. Quelle était sa vision de tout cela? Puisque jusqu'à pas très longtemps, il parlait encore politique, il n'hésitait pas à dire les choses. Donc, que pensait-il de tout cela? D'abord, j'aimerais souligner que Daniel appartient à une génération où les partis avaient encore la capacité et
la mission de former les militants. Et ce que je trouve que Daniel est l'expression même de cet homme qui mais notamment chez les communistes qui avaient cette partie de formation. C'est le PCG, il faut bien dire les choses comme elles sont. C'est le PCG, quand le PCG était ce parti puissant, je veux dire, quand il était le relais d'une classe ouvrière qui existait encore en Guadeloupe et qui était extrêmement puissante, avec d'un côté les ouvriers agricoles, les dockers, de l'autre, et les dockers de l'autre. Donc, quand il y avait cette classe ouvrière, le parti avait cette capacité de former, mais de manière extraordinaire. C'est-à-dire la formation militante des partis à l'époque, et en particulier du PCG, et d'organisations chez les femmes telles que l'UFG, l'Union des femmes guadeloupéennes, permettait de sortir des hommes et des femmes qui étaient en capacité de postuler à des postes politiques qui en faisaient de vrais défenseurs, en tout cas qui les mettaient en capacité d'être dans la défense des intérêts de la Guadeloupe. Et je pense que ça marque une époque. Je ne suis pas sûr que les partis, quelle que soit leur volonté, que les partis aient aujourd'hui cette capacité formatrice aussi forte que pouvaient l'être celle des partis auparavant. S'agissant de la position de Daniel Géniès sur les institutions, Daniel était un dirigeant du PCG, membre du comité central, directeur de la section communiste de la puissante section communiste de Pointe-à-Pitre, et il était, comme Henri Bangou, sur des positions autonomistes. Voilà, donc c'était un fond de débat extrêmement chaud. Marcelin ne pourra pas me contredire, au sein même du parti. En tout cas, il était sur cette position autonomiste, et à ma connaissance, je n'ai pas entendu de déclaration de sa part pour dire qu'il aurait changé de posture. Et bon. Donc à l'époque, il était déjà sur l'autonomie de la Guadeloupe. Pour lui, c'était un passage. Le débat autonomiste, il émerge dans les années 1958 avec le passage d'une section communiste guadeloupéenne au sein du PCF à un parti communiste guadeloupéen indépendant qui est libre de faire ses propres choix et qui dit à ce moment-là, donc nous sommes pour l'autonomie. Et donc, je veux dire, lorsqu'on voit 50 ans après ou 60 ans après, il y a encore énormément d'actualité dans le niveau des débats et des productions politiques, de réflexion politique qui ont été menées sur l'autonomie, sur l'indépendance, sur la départementalisation, sur l'évolution de la Guadeloupe, sur le développement de la Guadeloupe, qui sont non seulement pertinents aujourd'hui encore, mais qui étaient mieux exprimés il y a 60 ans qu'aujourd'hui, où ça semble se mélanger un petit peu les pinceaux, mais ce n'est pas l'objet du jour. Oui, tout à fait, parce que je reviens à ce que dit Jacques. Rappelle-toi qu'au niveau du 7e congrès du Parti communiste guadeloupéen, le mot d'ordre, c'était autonomie démocratique et populaire, établir une indépendance. C'était déjà un certain nombre de visions que le parti avait. Et que Daniel combattait, en voulant rester sur la posture d'une autonomie, d'autonomie pour la Guadeloupe. Voilà. Donc le débat était toujours vif, mais parce que Daniel avait son caractère. Donc on peut dire que jusqu'à la fin, il a eu une certaine frustration que les choses n'aient pas avancé. Je pense que tous les politiques de quelque bord de cette génération, enfin tous ceux qui ont œuvré pour le débat politique, il y a toute une génération qui est extrêmement frustrée sur l'évolution du cadre politique dans lequel nous sommes. Quand on voit tous les efforts qui ont été déployés par les uns et par les autres, et les impasses où... Vous, jeunes élus, n'avez pas compris ce qu'ils souhaitaient exactement ou pas suffisamment? Alors moi, je pense déjà que même ma génération a continué au moins dans ce sens-là, mais quand bien même on prend... le résultat est qu'aujourd'hui,
On n'a pas beaucoup avancé sur la question institutionnelle et que les frais restent toujours extrêmement importants, ce qui gêne pour donner une lecture, une espérance, une vision pour que des générations nouvelles aient envie de porter un pays, Guadeloupe, avec des étoiles dans les yeux et avec... voilà. Ensuite, la population est en droit, bien sûr, de choisir quelle est cette évolution qu'elle veut, ou si elle veut une évolution, et dans quel cadre. Mais, en tout cas, les bases étaient posées déjà il y a 50-60 ans, et aujourd'hui, on fait un peu du surplace. Tout à fait. Alors, c'est vrai que la dernière fois que j'ai eu Daniel Géniès, il y a quand même plus d'une année, oui, bien plus d'une année, il disait déjà que il avait, de toute façon, il était désabusé, il avait vraiment perdu espoir que les choses puissent avancer ici en Guadeloupe. Il ne se retrouvait pas trop dans la manière de faire de la politique, dans la manière dont vous avez géré, vous jeunes élus, en fait, jeunes élus, les plus jeunes. Donc, il disait qu'il regardait, mais que bon, il avait le sentiment que les choses piétinaient. Alors, est-ce que vous avez partagé avec Daniel Géniès ces aspects de la politique? Et puis, vous menez un combat politique, vous êtes dans la chose politique. Est-ce que vous êtes inspiré de la méthode Daniel Géniès? Est-ce que vous êtes dit, bon, là, c'est une époque, nous, on passe à autre chose, on fait autrement, on réfléchit autrement, on pense autrement? Comment avez-vous abordé? Est-ce qu'il y a un lien qui a été fait ou est-ce que vous êtes dit, il faut faire autrement? Alors, pour être honnête, en ce qui me concerne, ces dernières années, cette dernière décennie, je n'ai pas échangé avec Daniel, donc je n'ai pas pu enrichir mon expérience de récits apaisés après les batailles politiques qu'on a menées l'un avec l'autre et l'un contre l'autre. Mais en tout cas, j'ai pas pu avoir ces dernières années cet apport de Daniel. Et c'est toujours un petit peu comme ça. Lorsqu'on est auprès des aînés, on les écoute pas trop. Et puis, lorsqu'ils sont moins en mesure d'échanger ou lorsqu'ils sont partis, on regrette n'avoir pas eu un temps d'écoute. Donc, je n'ai pas ce recul de Daniel pour savoir quelle était sa vision ces dernières années. Est-ce que, au-delà des points de vue idéologiques et des perspectives et des projets qu'il a pu porter seul ou avec nous ou avec d'autres, est-ce que les méthodes politiques de Daniel peuvent s'appliquer aujourd'hui? Non, je ne le pense pas, pour plein de raisons. Il n'empêche que nous n'avons pas c'est ce que j'ai dit à mes camarades aujourd'hui, que je leur ai écrit une petite note pour leur dire ça. On fait le reproche à Daniel, d'avoir poussé au recrutement dans la fonction publique, au conseil général, dans la mairie et ailleurs, etc. Mais il a œuvré pour permettre à des familles qui étaient dans une situation d'exclusion, c'est-à-dire qui étaient dans les faubourgs urbains, ou alors qui étaient dans les campagnes de toutes nos communes qui ont été frappées par la fermeture des usines. Et il a permis à toute une série de familles de soit de ne pas aller dans le bubidum, soit de ne pas, comment dirais-je encore, être sans travail, sans ressources, sans rien. Et il y a énormément de familles qui, en Guadeloupe aujourd'hui, doivent leur ascension sociale à justement ce militantisme. Alors on appelait ça du clientélisme politique, on l'appelle encore clientélisme politique, mais est-ce que ça n'existe pas aujourd'hui? Alors, vous avez raison de dire que le clientélisme politique, je veux dire, il sait prendre d'autres formes et il sait être même plus persuasif, il sait être plus mesquin. Lui, Daniel, il a, et je pense pas qu'il l'ait fait que par clientélisme politique. Il l'a fait parce que il était
le représentant d'une classe sociale qui se battait pour avoir les outils de son épanouissement dans ses logements avec la rénovation urbaine, dans l'accès à la culture, mais également dans la possibilité d'avoir du travail dans un pays où il n'y a jamais eu moins de 30% de chômage, où l'alternative, c'est partir avec le bumidum, revenir dans 50 ans ou disparaître sur un autre continent. Voilà, donc Daniel a été cet artisan-là, même qu'on le lui reproche. Moi, je dis à mes camarades, non, soyez-en fiers, ce n'est pas reproductible aujourd'hui parce que les conditions sont différentes. Mais reconductible de la même manière. Ce n'est pas reproductible de la même manière. Enfin, c'est pas reproductible. Est-ce qu'on peut dire que ça n'existe plus, ce clientélisme politique? Il y avait des méthodes qui étaient appliquées à cette époque-là. Écoutez, il n'y a qu'à regarder l'actualité politique, le clientélisme politique. Il va être sur des moyens financiers pris ici ou là, sur le déséquilibre qu'il y a entre forces politiques parce qu'il y a une inégalité vis-à-vis des moyens financiers. Il y a la capacité de se faire entendre, voilà, et donc avec l'introduction des réseaux pour rendre possible la communication, il y a des choses qui ont évolué. Donc, ce que Daniel a fait il y a 50 ou 50 ans n'est pas, de mon point de vue, reproductible de la même façon. Mais le clientélisme qu'on lui a reproché, il prend des formes beaucoup plus virulentes aujourd'hui. Et les siennes partaient, je pense, d'un meilleur fond, de meilleurs sentiments. Et je remercie Marcelin d'avoir rappelé que beaucoup de familles en Guadeloupe lui sont redevables. Oui, et je pense que pour continuer sur la lancée de Jacques, c'est pas du clientélisme électoral à l'époque, c'était du social qu'il faisait. Ouais. Parce que les familles étaient dans le besoin et trouvaient le moyen de recruter, ne serait-ce qu'à la ville, quelques familles pour qu'un membre de la famille puisse aider l'ensemble de la famille. Et c'est comme ça, c'est vrai, peut-être le terme clientélisme électoral à l'époque passait, mais aujourd'hui, je pense qu'après le recul, savoir qu'il faisait beaucoup plus de social et beaucoup de familles, comme je le disais en préliminaire, ont émergé, ont pu avoir des enfants qui ont pu poursuivre des études, aller plus loin, et aujourd'hui, la classe sociale a été améliorée. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Quel est le message qu'il faudrait faire passer ce soir? Je vais laisser la conclusion à Jacques, mais quand même sentimentalement, ça me touche énormément parce que c'est un Moulien. Daniel Géniès, c'est un Moulien. C'est une très grande famille du Moule. Donc, c'est avec beaucoup de sincérité que je dis cela, parce que c'est quelqu'un, pour la petite anecdote que je voyais, chaque année, quand il pouvait, au cimetière le 1er novembre. Et donc, chaque fois, on pouvait échanger un petit moment au cimetière du Moule. Donc, c'est une grande famille du Moule, c'est une grande personnalité que nous perdons aujourd'hui. Il ne faut pas toujours dire que par la mort de quelqu'un, il doit avoir que des fleurs. Il a été un homme, il a eu des défauts, il a eu des bons moments, il y a eu des mauvais moments, mais ça a été un homme de caractère et un militant exemplaire, dont moi personnellement. Un homme fidèle. Fidèle, et dont moi-même, pendant 5 ans, j'ai beaucoup appris avec lui, Daniel Géniès, parce que c'était un tribun, c'est quelqu'un qui savait former les jeunes militants. Merci Marcelin Chingan. Jacques Bancou. Marcelin a trouvé le moyen de le piquer au pointoir pour le resituer au moule, mais j'en conviens volontiers. J'aimerais que, au moment où Daniel s'en va, que soient gommées les aspérités du personnage politique qu'il a été, pour qu'on ne retienne que ce qu'il a fait de meilleur. Et au service de Pointe-à-Pitre d'abord, et j'ai rappelé tout à l'heure la part qu'il a prise à côté d'Henri Bangou et de Georges Tarrer sur la transformation de la ville. On vient d'en parler, l'action considérable qui lui est propre plus qu'aux deux autres sur les familles pointoises qu'il a aidées, parce que je dis, on ne mesure pas assez combien de familles lui sont redevables. Il ne faut pas oublier qu'il a été un vice-président du Conseil général redouté
membre président de la commission des travaux publics, et dans toutes les communes, je veux dire, de quelques bords politiques, il venait voir, il se déplaçait, et c'était un homme de terrain. Et puis c'est un homme d'une génération politique qui n'est plus cette génération, mais qui doit nous donner un certain nombre d'enseignements, en particulier sur la capacité à former sur le plan idéologique les individus, s'appuyer sur les partis. Et je pense qu'on aurait, à mon avis, beaucoup à gagner à revenir à cette trempe d'hommes politiques pour notre pays, Guadeloupe. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour une autre émission politique. Excellente soirée à tous.